Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Dans ce nouvel épisode, je vais aborder avec une consoeur naturopathe le sujet tant attendu de l'acné et pourquoi l'acné ne peut pas être résolu par la simple prise d'une contraception hormonale ou d'une pilule contraceptive. Pourtant, il ne se passe pas une semaine sans que je ne rencontre une cliente en consultation naturopathie, en accompagnement, qui me dit avoir pris ou prendre actuellement une contraception hormonale, souvent la pilule, pour des soucis d'acné justement. Alors avec Kelly, qui est naturopathe spécialisée en acné et en santé féminine, nous allons détrôner cette fausse croyance, mais surtout vous expliquer pourquoi. Parce que Kelly a elle-même souffert d'acné intense depuis sa tendre enfance et qu'elle s'est rendue compte que la pilule n'avait absolument rien changé à son acné et elle pourra d'ailleurs te le confirmer que l'acné ne se guérit pas par la prise de la pilule. Nous allons explorer l'histoire de Kelly, notamment comment elle a partagé une bonne partie et consacré une bonne partie de sa vie à l'acné, mais aussi quels sont les différents types d'acné qui existent, comment les reconnaître et surtout comment vraiment y remédier. Je ne t'en dis pas plus pour le moment et je te laisse te plonger dans notre conversation très instructive, je l'espère. Mais juste avant de te plonger dans cette entrevue tourbillonnante, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un autre épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace. Aujourd'hui, place à Sabrina Samtava, c'est un peu compliqué à prononcer, excuse-moi pour d'avoir écorché ton pseudo, qui m'a partagé sur Instagram son commentaire suite à l'épisode sur l'alimentation émotionnelle, que je te mettrai si tu veux en barre de description. Et qui me dit « Je viens d'écouter les 2 épisodes sur l'alimentation émotionnelle, j'ai encore appris de nouvelles choses et ça continue d'ajouter des pièces à mon puzzle. Merci beaucoup pour toutes ces informations. » Eh bien, merci beaucoup à toi, Sabrina, d'avoir pris le temps de me partager et d'avoir fait ce retour-ci. Je suis très contente que ces épisodes-là, comme tous les autres d'ailleurs, puissent vous apporter des éléments supplémentaires de réflexion, de prise de conscience, d'introspection également. D'ailleurs, je pense que celui-ci sera également le cas pour l'acné. C'est vraiment l'objectif premier de ces types d'épisodes, c'est de vous apporter un maximum de clés, de pistes de réflexion, de manière à vous-même commencer à comprendre certaines choses. Et si toi aussi tu apprécies ce podcast et mon travail et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast et sur Spotify. Si tu regardes le podcast via YouTube en vidéo, n'hésite pas à le partager également, t'abonner à la chaîne, écrire aussi en commentaire la réponse à la question que tu auras en fin d'épisode, puisque Kelly t'a posé une question, tu verras ça en fin d'épisode. N'hésitez pas vraiment à le partager à un maximum de personnes pour qu'il puisse le faire rayonner. À présent, j'arrête de bavarder et je te laisse rejoindre ma conversation avec Kelly. Belle écoute!
Bonjour Kelly. Bonjour. Alors avant de commencer, j'aime bien demander à mon invité, quand j'ai des invités sur le podcast, de me dire comment elles vont. Donc est-ce que tu pourrais me dire de la manière la plus honnête et authentique possible, comment tu vas là, à l'instant T? Alors je dirais que j'ai une super forme. Tout simplement parce que au fait, parce qu'on pourrait se demander pourquoi et parce qu'en fait, ça me parle énormément quand je dis ça. Pour moi, c'est important, en fait, les journées où je suis en forme ou pas. C'est j'ai vécu une fatigue chronique pendant des années et du coup, maintenant, quand je suis en forme, je suis vraiment, heureuse d'être en forme. Donc voilà, c'est ce qui importe le plus, au fait, dans ma journée. Donc ouais, tu en plus, cette fatigue chronique, dont tu as souffert te permet vraiment de ressentir davantage aussi ces moments où tu te sens plus ou moins fatiguée. J'imagine que Oui, ça t'a permis exactement. de bien cerner la différence. C'est vrai que certaines fois, on a du mal à savoir si on va bien ou pas, ou si on a mal au ventre ou pas, parce qu'on n'a pas vraiment vécu ou on n'a pas pris conscience de certaines douleurs comme, moi j'ai beaucoup de personnes qui me rencontrent, en consultation et qui me disent: «Oh, mais je ne savais pas que c'était impossible de ne pas avoir, des douleurs ou des ballonnements par exemple après avoir mangé» et cetera. Parce qu'elles n'avaient jamais vraiment vécu, soit des fortes douleurs, soit le moment où elles avaient absolument aucune douleur. Et donc du coup le contraste, quand on ne le connaît pas, c'est compliqué, des fois de le juger. Donc toi, pour le coup, c'est pas le cas. Oui, c'est vrai que c'est difficile à mesurer, en effet, notre niveau de fatigue, ou notre niveau de stress ou notre niveau d'un point de vue trouble digestif parce qu'on va pas tous avoir la même sensation par rapport à ce que l'on vit. Donc mais c'est vrai que quand on a subi des grandes choses, du côté extrême, parce que parfois il est normal d'être un petit peu fatigué ou autre, mais voilà, quand on est fatigué tous les jours pendant des années et que le jour, en fait, où on se sent bien, vraiment on est tellement content, en fait, d'être, voilà, c'est comme les personnes qui n'ont pas d'acné, bah, le jour où ils vont pas avoir d'acné ou pas avoir de troubles digestifs ou même d'autres troubles de santé de type arthrite, arthrose, etc. Quand on l'a pas, au fait, cette journée, bah, du coup, on commence par un petit bonheur, au fait. C'est un petit, Mmh. un super bonus. Mmh. Alors, c'était absolument pas prévu que l'on parle de ça, mais du coup, tu me tends, une belle perche. Je voulais juste que tu puisses peut-être nous expliquer un petit peu pour les personnes qui se demandent, «Est-ce que je souffre de fatigue chronique?» Parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, je pense que la fatigue, tout le monde dit au moins une fois dans la semaine: «Je me sens fatigué» et cetera. Mais qu'est-ce que tu pourrais expliquer, toi, par où tu es passé ou quels sont les critères, hem, des symptômes, liés à ta fatigue chronique concrètement, justement? Oui, quand on dit fatigue chronique, au fait, c'est vraiment quand on a une fatigue vraiment qui dure dans le temps, tous les jours et plus de 3 à 6 mois. Surtout là, par exemple, on est, en période de Covid et c'est vrai qu'on parle aussi du Covid long. Donc par exemple, quand on a une grippe, une gastro ou une grippe, enfin le Covid et cetera, peu importe le souci immunitaire, on peut être fatigué pendant un mois et puis ensuite on récupère petit à petit et ça va. Par contre, voilà, tout ce qui est Covid long, ça va être 3 mois, 6 mois, on récupère pas, on a toujours des symptômes. Concrètement, par exemple, moi, ce que j'ai vécu et ce que les personnes que je reçois en consultation vivent, il y a des associations aussi qui sont par exemple, myofasciite macrophage, fatigue chronique, etc. Il y a des associations qui existent aussi qui parlent de ces symptômes-là. On vit à peu près tous la même situation. On se réveille, tout va bien, on a plutôt la forme, mais dans la 30 minutes ou une heure qui suit, on va sentir une baisse d'énergie énorme. Et ça va persister vraiment toute la journée. Après, il y a des personnes qui ont un regain d'énergie en fin de soirée et ensuite ça redescend, etc. Et c'est vraiment un manque d'énergie qui est qui est vraiment en fait à l'intérieur de nous et qui peut se manifester aussi par des faiblesses musculaires, articulaires, des choses comme ça. C'est vraiment une fatigue intense, donc on va avoir des difficultés de concentration, ça va être difficile de tenir au cours de la journée, on aura tout le temps envie de se reposer. Malgré tout, quand on se repose, on n'a pas envie de dormir parce qu'on a quand même voilà, eu un sommeil récupérateur, parce que c'est pas un trouble du sommeil. Bon, après, ça peut être lié aussi, hein, parce que c'est ça qui est compliqué dans la fatigue chronique, c'est que ça peut être énormément de choses. Moi, j'ai réussi justement
à en finir avec la fatigue chronique, parce que j'ai compris que c'était lié avec mon intestin irritable et j'avais des troubles du sommeil, j'avais une hypersomnie aussi à côté. Mais au fait, tout était lié au fait à mon hygiène de vie. Et au fait, donc dès que j'ai amélioré mon alimentation, mon sommeil s'est amélioré aussi, etc. Donc voilà, c'est ça qui est important. Mais voilà, c'est pas une fatigue qui est temporaire juste parce que voilà, on a fait une mauvaise nuit ou parce qu'on a eu un stress ou on a eu plus de travail, on récupère un week-end, ça va, la forme revient. Non, la fatigue chronique, c'est quelque chose, on a beau dormir 8 heures, 10 heures, ne rien faire, être en vacances, etc. Voilà, ça ne nous quitte pas et là, ça veut dire que c'est plus profond, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui peut être de multiples raisons. Mmh. Donc, effectivement, c'est une fatigue à la fois physique, mais aussi mentale, et émotionnelle. C'est-à-dire que ça peut être lié à un manque de, comme tu dis, de concentration, mais de motivation aussi potentiellement, à l'envie de rien faire continuellement. Alors ça, non, après ça, c'est autre chose. Alors ça peut être lié en effet, hein, D'accord. mais là, après, s'il y a une fatigue chronique associée avec un manque de motivation, ou voilà, on a perdu le plaisir, des choses comme ça, là, par contre, faudra plutôt, enfin, je conseillerais d'aller voir en effet plutôt soit un psychologue ou une psychiatre ou autre. Mmh. Cela, ça voudrait dire qu'il y a peut-être une dépression qui est peut-être aussi cachée. C'est-à-dire qu'au fait, Mmh. il existe aussi une dépression où bien sûr on n'est pas obligé de pleurer ou d'être triste, etc. Ça peut être une dépression cachée justement, sans pleurs, sans tristesse, mais tout simplement parce que bah, on a peut-être perdu la motivation ou il s'est passé quelque chose, soit un ancien traumatisme ou sinon pas forcément traumatisme, mais quelque chose qui s'est passé au fil du temps, c'est-à-dire par exemple l'exemple typique c'est un burn-out où on a un stress au fait chronique et on perd le goût un petit peu de la vie, etc. Et donc il y a une fatigue qui peut s'installer et qui devient chronique. Mais dans ce cas, c'est plutôt une fatigue temporaire. Mais bien sûr, cette fatigue, elle peut être donc en effet donc interne, digestif, système nerveux, etc. Il y a des personnes aussi où le système nerveux peut être plus ou moins plus sensible que d'autres. Ça peut être les hormones aussi. En tant que femme, on peut voir que notre énergie baisse à certains moments au moment du cycle. Et après, bien sûr, ça peut être aussi une fatigue intellectuelle, émotionnelle, etc. Après, le souci, c'est que c'est pour ça que c'est important, même si on vit de toute façon n'importe quel problème de santé, fatigue ou autre, tant que ça date de plus de 6 mois, j'aurais vraiment tendance à conseiller d'aller voir, au fait, que ce soit un coach professionnel spécialisé dans la problématique que l'on a, ou un psychologue ou autre, parce que, au fait, après, le souci, c'est qu'on a du mal à savoir est-ce que le côté intellectuel, émotionnel a commencé avant cette fatigue ou Ou après cette après? fatigue. Mmh. Parce que le souci, c'est que la fatigue peut entraîner, voilà, cette manque de motivation, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc en fait, c'est Mmh. là où c'est important d'en parler, ou avec quelqu'un de proche, où on Mmh. peut parler de tout pour justement prendre du recul par rapport à nos problèmes de santé et faire la différence aussi à ce que l'on ressent d'un point de vue Mmh. plus cérébral. En effet, chez des personnes qui ont peut-être un petit peu du mal à lâcher prise, à ralentir, quand elles sont un petit peu, bah, obligées, de par cette éventuelle fatigue chronique, bah, de ralentir clairement, ça peut, côté mental et émotionnel, ne pas vouloir suivre avec des sensations de peut-être de culpabilité, de frustration qui peuvent entraîner des états dépressifs derrière. Donc comme tu le disais, Oui. de qui, de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Des fois, c'est pas toujours dans le même ordre, en fait, selon les personnes. Exactement, ouais, c'est tout Bon, à bah, fait ça. écoute, merci beaucoup pour cette, petite parenthèse sur la fatigue chronique. En tout cas, voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir t'accueillir sur le podcast puisque, j'aime bien accueillir des consoeurs, qu'elles soient naturopathes ou d'autres, types de professions parce que je trouve qu'on a toutes, des choses à apporter, même sur un sujet, identique. Donc par exemple, bah, notre point commun toutes les 2, c'est la santé de la femme. Donc on a toutes les 2 nos expertises et je pense qu'on peut aussi toutes les 2 apporter des choses supplémentaires sur un même sujet. Donc voilà, moi j'aime beaucoup pouvoir, échanger comme ça pour, apporter aussi à travers les contenus que je propose, ben, des contenus justement encore plus complets, pour les personnes qui nous écoutent sur une problématique en particulier. Et donc aujourd'hui on va travailler justement sur, le sujet de l'acné. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, me dire d'abord, quel objet te représente le plus et pourquoi? C'est une manière pour nous et
auditrices et moi de te connaître un petit peu plus. Donc est-ce que tu as un objet comme ça qui te vient en tête et qui te représente? Ce serait un livre en fait. Je suis quelqu'un qui a toujours lu depuis mon adolescence et j'ai tendance à les collectionner. J'en ai énormément et j'ai du mal à... Enfin, j'ai toujours besoin en fait, même quand je pars en voyage un week-end ou etc., j'ai toujours besoin d'un livre à côté de moi au cas où. Donc c'est vraiment l'objet qui pourrait me représenter. Quel type de livre, tu aimes lire? Alors c'est vrai que d'un point de vue professionnel, j'ai vraiment de tout. J'en ai énormément, j'ai toute une bibliothèque. Mais après, quand je sors de mon secteur de la santé, ça va plutôt être des livres fantastiques qui vont me faire rêver, en fin de compte, qui vont me sortir voilà, d'esprit justement du monde de la santé. Tout ce qui est un petit peu fantastique. Donc, c'est vrai que je suis une grande fan de Harry Potter. Donc, c'est grâce Mmh, à ce livre-là que voilà, j'ai découvert la lecture. pareil. Et ensuite, j'en ai lu plein de ce même type. Voilà. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai jamais été une grande lectrice avant et c'est vrai que j'ai eu cette chance un jour à l'école qu'on m'oblige à lire un livre et c'était Harry Potter et là, j'ai découvert la lecture et je suis D'accord. tombée amoureuse. C'est fou que, bah, à l'école, souvent on lit des livres de littérature et cetera et c'était au collège, je m'en souviens et on m'avait demandé de lire, Harry Potter et d'en faire un résumé. Donc c'était incroyable, c'était, vraiment, une super découverte. C'est génial. Ouais. D'accord. OK. Alors du coup maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, bah, qui tu es en quelques mots, quelques phrases, de manière la plus libre, qu'il soit, hein, tu fais vraiment ce que tu veux, tu peux parler de ton CV ou pas. Vraiment voilà, qui est Kelly? Donc, je suis Kelly, je suis naturopathe à Bordeaux depuis maintenant quelques années. Je suis dans le monde de la naturopathie depuis maintenant 10 ans. J'avais fait 2 ans d'études, puis la troisième année, j'ai continué avec une expérience de stage et l'écriture d'une thèse que j'avais choisie déjà sur le sujet de l'acné, même si j'étais loin de m'imaginer que je serais un jour spécialiste à ce sujet-là. Et puis en parallèle, j'ai commencé donc mon expérience professionnelle par des premières consultations. Et puis ensuite, donc je n'ai pas quitté ce monde-là depuis donc ces dizaines d'années, sachant qu'avant, voilà, moi j'avais vécu personnellement pas mal de troubles de la santé. Donc on a parlé tout à l'heure de la fatigue chronique, mais l'acné a commencé chez moi depuis l'âge de 13 ans. Et c'était un petit peu à l'époque aussi où on découvrait Internet. Donc je commençais à faire énormément de recherches à ce sujet-là. Et ensuite, à travers les livres pendant mes études et notamment j'ai eu l'occasion de voyager pendant une petite année en Angleterre, ce qui fait que j'ai une petite expérience d'un point de vue lecture, compréhension, d'un point de vue langage de l'anglais. Donc, ce qui m'a permis de lire des livres en anglais sur le sujet, sur la santé hormonale assez facilement. Et j'ai découvert voilà, qu'il existait énormément de solutions, etc. Donc, à travers mes études, à travers l'expérience de mes clientes aussi. Et moi, personnellement, tout ça, ça m'a enrichi pour être la personne que je suis actuellement. Donc, je suis spécialiste de l'acné et sur le système féminin et digestif actuellement. Super. Ah bah, justement, tu me n'ouvres une très belle porte. Je te propose que l'on parle un petit peu de ton histoire, et ton histoire peut-être, d'amour ou pas avec l'acné. Donc tu nous as dit que tu avais, commencé à souffrir d'acné à l'âge de 13 ans, si je me trompe pas. Hem, Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se représentait, chez toi? Puisque l'acné peut être, divers. Voilà, comment c'était sur quelle surface, quelle intensité, quel type d'acné tu avais? Et puis après on rentrera dans le détail dans d'autres, Mm. côté plus peut-être plus émotionnel de la D'accord. chose. Mais voilà, déjà comment ça se représentait chez toi? Alors c'est vrai que je me souviens qu'en fait, l'acné avait commencé chez moi à l'âge de 13 ans puisque j'ai une photo, voilà, liée, à un événement, de famille, donc je sais que ça avait commencé sur cette photo, on voit que j'ai un petit peu d'acné, mais pour moi à l'époque, c'était de l'acné plutôt mignon, je dois dire, même que l'on voit, voilà, pour les jeunes enfants où c'était uniquement, voilà, au niveau,
des petites pommettes, voilà, des petits points noirs, voilà, c'était quelque chose, voilà, qui restait assez mignon. Ça me faisait comme des petites taches de rousseur, au fait. Même si c'était noir, mais ça restait mignon. Sauf que bah, ça s'est dégradé par la suite, c'est devenu plus inflammatoire, plus kystique, c'est devenu des boutons blancs. Et là, par contre, on ne rigolait plus du tout. À l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. J'ai commencé la pilule assez tôt, il me semble, parce que voilà, j'avais commencé les antibiotiques, ça fonctionnait pas. J'allais voir la dermato très régulièrement, tous les mois, me proposer des solutions, des crèmes, etc. Ça fonctionnait pas. Il me semble avoir commencé la pilule avant que j'ai 18 ans, aux alentours de 17 ans, parce que je me souviens que ma mère m'avait dit que voilà, ça commençait à l'inquiéter. Elle se disait, bon, je suis pas trop pour que tu prennes la pilule, c'est comme quelque chose de lourd. Donc je me souviens exactement de ce jour-là où je voyais que c'était pas non plus quelque chose d'anodin. Moi, par contre, c'est vrai que je le voyais d'une manière différente. Je me disais, ok, je vais prendre la pilule, je sais qu'il y a des femmes qui la prennent et elles n'ont plus d'acné. Pour moi, c'était le plus important, en fait, que je ne souffre plus d'acné. C'est à cette période-là, voilà, aux alentours de 15 ans, c'était quand même compliqué d'un point de vue voilà, par rapport à l'école. Il y avait un certain jugement. En plus, par malchance, j'avais déménagé, j'avais changé d'école, donc j'avais pas les mêmes amis qu'auparavant. Donc on arrive dans une nouvelle école, on a des boutons. En plus, j'avais pas des dents très parfaites à l'époque. J'avais un appareil dentaire pendant 5 ans. Voilà, c'est L'accumulation de plein vraiment de voilà, toute choses. la panoplie de la beauté. Voilà, on dit toujours que l'adolescence c'est très compliqué, mais c'est vrai que je l'ai vécu assez sévère et j'avais été assez rejetée, etc. À l'école. Donc voilà, j'avais toute la panoplie pour mal vivre mon adolescence, ce qui était parfait. Donc l'acné était pour moi la priorité que je devais absolument disparaître. Cela dit, la pilule n'a pas fonctionné pour moi. Ça persistait, donc il y avait un petit mieux, mais c'était pas vraiment ça. J'en avais quand même. J'avais des effets secondaires, donc au fait, j'ai dû l'arrêter. J'en ai changé énormément. J'ai testé, comme beaucoup, Diane 35, Lilou, Jasminelle, Yaz, toutes celles qui sont adaptées au fait pour la pilule. J'ai testé ensuite Roaccutane. Ça avait bien fonctionné pour mes frères pendant leur crise d'adolescent. Sauf que pour moi, ça n'avait pas du tout fonctionné. Là, par contre, Roaccutane, je l'avais pris très tardivement parce que j'étais, je crois, au niveau du BTS, donc je sais plus trop quel âge on a à cette époque-là. Mais pour dire voilà, que ça avait persisté au cours de mon collège, lycée, BTS, etc. Et en fin de compte, c'est vraiment quand j'ai découvert le monde de la naturopathie que j'ai commencé à changer mon alimentation parce qu'au fil des années, j'avais développé l'intestin irritable. Et c'est là où c'est important de faire le lien aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec la fatigue chronique, où à l'époque, moi, en effet, je ne ressentais pas les symptômes digestifs que j'avais. Très certainement, je les avais, mais je n'étais pas capable de les ressentir parce que mon esprit était fixé sur l'acné et sur d'autres problèmes que j'avais dans ma vie. Et c'est plus tard, au fait, où j'ai trouvé, au fait, mon indépendance, j'ai eu un appartement, etc., où je me suis sentie, enfin, pour moi, au fait, c'est une deuxième naissance, au fait, où vraiment, voilà, je pouvais créer la vie que je souhaitais. Et donc, dans ce cas, je me suis plus écoutée à ce moment-là, et je me suis dit, ok, par contre, tu as pas mal de ballonnements, des nausées, des trucs digestifs, etc. Et c'est là que j'ai vu justement par rapport à l'alimentation le changement. Il y avait une grande amélioration sur mon acné qui était vraiment très rapide et en lien avec les troubles que je ressentais d'un point de vue digestif. Et maintenant, par expérience, j'ai compris qu'en fin de compte, mon acné était le signal d'alerte à un trouble interne vraiment qui se passait à l'intérieur de moi. Et je n'avais pas du tout une acné hormonale comme souvent on me le disait, les dermatos, etc. Et on me disait, ne vous inquiétez pas, ça va passer à 18, 20 ans, ce qui n'était pas du tout le cas. Ça continuait, 20 ans, 22, 23 ans, je me disais, mon Dieu, ça va jamais partir. Et puis, en fin de compte, voilà, j'ai compris qu'il y avait pas uniquement de l'acné lié au chocolat, charcuterie, produits laitiers. Alors le gluten, on n'en parlait pas beaucoup il y a 15-20 ans. Maintenant, c'est devenu assez populaire. Et il n'y a pas que de l'acné hormonal, voilà, il y a d'autres types d'acné qu'on est encore loin et qu'on parle encore trop peu, je trouve. De l'acné digestif, on en parle extrêmement peu. Et l'acné du stress, alors là, encore beaucoup moins. Mais voilà, donc c'est une période en effet que j'ai très très mal vécue. Enfin, l'acné m'a vraiment rendue
dépressive. Donc au fait, c'est vraiment, comme tout à l'heure on disait, voilà, la dépression est venue après l'acné, au fait. C'est le fait, voilà, de se refermer sur soi-même, la peur de sortir. Enfin, des fois, je le dis même dans mes lives Instagram ou quand je partage avec d'autres personnes, j'ai des souvenirs où même quand je sortais uniquement 5 ou 10 minutes juste pour sortir la poubelle de chez moi, je me maquillais parce que ça m'était insupportable de sortir, de me montrer au fait comme j'étais avec mes boutons. Maintenant, avec le recul que j'ai, je me dis, mais c'était rien en fin de compte. Mais au fait, si, pour moi, c'était vraiment important. Donc, j'avais pas une acné extrêmement sévère, voilà, sur l'ensemble du visage, mais elle était quand même moyenne, elle était quand même relativement importante. C'est-à-dire que je pouvais avoir quand même 20-30 boutons sur le visage dans une même journée. Et le souci, c'est que c'était tous les jours, il y en avait un nouveau. Donc, en fait, c'était vraiment un cercle vicieux. Il n'y avait pas du tout un jour où ça allait mieux. Donc, C'est donc c'est vrai que tous ces épisodes répétitifs sont vraiment très durs à vivre en fait, plus qu'on le pense. et comme tu l'as dit, c'est vrai que l'acné peut être de différents types, prendre, l'origine, dans différentes sources, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais rappelons, c'est vrai on l'a pas forcément dit, mais la peau, en fait, c'est un émonctoire. Donc ce qu'on appelle l'émonctoire en naturopathie, c'est un organe qui permet d'éliminer les déchets, de notre corps vers l'extérieur. Et c'est vrai qu'en fonction, de ces sources et de nature de déchets, forcément, ça peut effectivement, créer de l'acné, mais du coup, l'acné n'est pas forcément dû à un déséquilibre hormonal ou n'est pas forcément dû à un pic de stress ou n'est pas forcément dû à une intolérance digestive. Ça peut être les 3, ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas, ça veut dire que derrière, la solution aussi, elle doit être adaptée en fonction de la source originelle, qui provoque en fait l'acné. Et très souvent, c'est vrai qu'on associe, de manière assez automatique acné à, hormones, donc pilule. Et la solution n'est pas forcément celle-ci. D'ailleurs, même si l'acné devait être hormonal, la pilule n'est pas une solution, durable en tout cas. Ça peut être une solution effectivement, un pansement que l'on met sur une plaie parce qu'on vient chambouler des hormones et si l'acné est bien d'origine hormonale, effectivement, on peut voir un mieux, mais derrière ça ne résout pas le souci du déséquilibre hormonal finalement. Donc c'est important effectivement de reposer ça, de se dire que l'acné, en tout cas l'apparition de boutons, sur une partie du corps qu'elle soit le visage, le cou, le torse, le dos, n'est pas uniquement due à des hormones et peut être due à plein de choses. Comme toi d'ailleurs, j'imagine effectivement que peut-être que la source originelle était, tes soucis digestifs, mais derrière en fait, tout ce souci d'acné t'a provoqué aussi du stress et au final tu as eu un mélange aussi derrière, j'imagine de causes. La cause principale étant Bien sûr. digestive, mais derrière effectivement, le souci digestif entraîne potentiellement un déséquilibre hormonal et tout ça provoque du stress. Donc finalement après, tout se nourrit finalement. Donc c'est important de creuser en fait et de pas s'arrêter, à des automatismes que l'on peut voir, qu'on l'on peut lire par exemple. Hem et comme tu Oui, le bien sûr. disais, justement et à juste titre par rapport à ce que l'on disait, en début de l'épisode, par rapport à tes troubles digestifs que tu as ressentis, plus tardivement. Alors est-ce que la question c'est, est-ce que tu as commencé à avoir des troubles digestifs tardivement ou est-ce que, comme tu le disais, tu étais tellement obnubilé par quelque chose d'autre que tu n'as pas pris conscience et ressenti ces désordres, digestifs qui étaient peut-être pourtant la cause de ton acné? Oui. Alors au fait, pour moi, je pense vraiment que je ne m'écoutais pas. Après bien sûr, les symptômes digestifs se sont aggravés par la suite et à tel point qu'au fin de compte, forcément, on est obligé de s'écouter quand on a vraiment des belles crises, voilà. Mais sinon, c'est vraiment que je ne m'écoutais pas parce que j'ai quelques souvenirs au fait où, à certains moments où je me disais oui, en effet, à ce moment-là, voilà, j'avais eu mal au ventre ou j'avais eu des troubles digestifs. Donc, je me souviens à certains moments au fait du passé où j'avais quelques soucis. Donc, mais je pense que je ne m'écoutais pas parce que bah voilà, c'est vrai que
À l'époque de mon collège, j'étais pas forcément heureuse. À l'époque du lycée, pour moi, l'important, c'était vraiment d'avoir des bonnes notes, de réussir, etc. Je voulais absolument passer en première L, etc. Et ben voilà, je voulais vraiment faire ce qui ne s'est pas passé. En plus, du coup, ça a encore plus, voilà, chagriné, etc. Donc pour moi, c'était vraiment les cours, l'école, etc. Et puis c'est après, voilà, quand j'ai vraiment été indépendante, où j'ai découvert, enfin voilà, où j'ai pu être moi-même et être tout simplement, en fait, on se redécouvre à ce moment-là et puis on s'écoute et on choisit on fait ses propres courses aussi, c'est ça qui est important. Bon, pourtant, dès le lycée, je faisais mes propres courses, mais voilà, c'est vrai que j'achetais un petit peu n'importe quoi. Disons que je mangeais comme tout le monde, des pâtes 4 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine, des pommes de terre, etc. Très peu de légumes, surtout que voilà, c'est un souci que j'avais également, c'est que je détestais les légumes comme beaucoup d'enfants. Ma mère qui ne savait pas trop me disait c'est pas grave, tu manges des fruits donc c'est toujours mieux, voilà, t'as quand même quelques fibres même s'il n'y a pas de légumes. C'est bien sûr, elle essayait de me forcer, mais après on peut pas forcer quelqu'un qui n'en veut absolument pas, donc c'est pas de sa faute. Mais et alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'ai une personne qui me dit j'aime pas les légumes, etc., j'explique bien que ce n'est pas grave. Les papilles gustatives, au fait, se modifient au fil du temps. Parce que le jour où j'ai intégré, au fait, des légumes, maintenant, en fait, je suis rendue à un point où quand je vais au restaurant ou que je suis en déplacement et qu'il n'y a que 2 navets qui se battent en duel dans l'assiette et que, voilà, il y a une bonne portion de viande enfin, voilà, il y a très peu de légumes, je suis vraiment très malheureuse, au fait. Donc, en fait, nos papilles gustatives donc, se modifient. C'est comme le sucre, quand on arrête le sucre et qu'on le reprend, au départ, on ressent un écœurement et au bout d'une semaine, 15 jours, on redevient vite accro. Donc en fait, ça se modifie tout ça. Donc c'est vrai que c'est important de diversifier son alimentation, de s'écouter donc c'est vrai que si là actuellement une personne nous écoute et qu'elle ne sait pas si elle a des troubles digestifs ou autres, je conseillerais juste de s'écouter, voilà, au cours de la journée, après les repas, le matin, comment ça se passe, le soir, quand on se couche, est-ce qu'on a le ventre gonflé, est-ce qu'on a des ballonnements, des sensations. En fait, c'est juste de prendre conscience de son corps et de son C'est organisme. prendre le temps, en fait, aussi de s'observer tout simplement parce que généralement, on est pris dans le quotidien à faire, à faire, à faire et on n'arrive pas à s'arrêter pour juste voir, bah, justement la grosseur de notre ventre tout simplement. Est-ce qu'il a gonflé, après un repas? Parce que des fois, ça peut ne pas être douloureux, hein, donc la douleur n'est pas le seul signal. Bien sûr. Et donc généralement aussi le ventre et je pense qu'il faut le dire, chez la femme, on a du mal à regarder notre ventre. Enfin, chez beaucoup de femmes parce qu'il y a tellement de complexes autour du ventre, et on ne devrait pas, mais c'est ancré en nous en fait. Depuis tout le temps, on a du mal à regarder nos cuisses, notre ventre, nos fesses, alors que si on prenait le temps un peu plus de mettre une main sur le ventre pour voir s'il est plus ou moins gonflé d'un côté ou d'un autre, à le regarder, à se mettre de profil pour observer, pas pour se juger, pas pour juger notre morphologie et sur un critère c'est beau, c'est pas beau, mais juste pour analyser notre état de santé en fait. Notre corps, il est malléable, il évolue et il traduit des choses en fait. Et il faut absolument prendre le temps de le ressentir, de l'observer pour se rendre compte de choses peut-être avant que ça devienne trop douloureux justement, parce que parfois les symptômes, ils sont là très, très en amont, mais plutôt doux, presque imperceptibles en termes de douleur. Quand ils deviennent douloureux, c'est que c'est déjà bien installé justement. Donc au plus tôt on les observe, au mieux Oui, c'est par la suite. Mais il faut faire un travail sur soi de vouloir exactement. s'observer, quotidiennement. C'est pas facile. Oui, tout à fait. Et puis même d'un point de vue, donc si on va un petit peu plus loin dans les troubles digestifs, ne serait-ce écouter aussi son trouble du transit. En Mmh. naturopathie, on en parle beaucoup, on demande beaucoup de questions à ces sujets-là, parce que c'est quelque chose dont également je ne m'écoutais pas. Pour moi, voilà, si j'allais pas à la selle un jour, 2 jours, 3 jours, pour moi, il y avait pas d'importance, j'avais pas de ballonnement, et cetera. Mais ça signifiait déjà qu'il y avait peut-être un souci de ce côté-là. Donc c'est vrai que ça aussi, ça peut être un signe au fait de voir est-ce qu'on va à la selle normalement tous les jours ou est-ce que c'est trop rapide justement, etc. Donc c'est vraiment de voir comment fonctionne notre système digestif et si on a des reflux gastriques, des brûlures au niveau de la gorge ou voilà, ou des toussotements aussi après un repas. Ça peut être aussi des signes. Il y a plein de signes comme ça. Donc c'est vrai qu'en naturopathie,
enfin, nous, on travaille de cette façon-là. C'est pour ça qu'on pose des tonnes de questions d'un point de vue système digestif, parce qu'au fait, ça peut être des petites choses au fait anodins. Et au fait que nous, au fait, on va tilter, on va se dire oui, mais il se passe ça du côté de l'estomac, du côté de l'intestin, au niveau du Ouais. côlon, etc. Donc, parfois, c'est ce que je conseille de juste faire des petites notations, de pas trop chercher à comprendre, et après d'en parler au fait avec un expert. Et du coup, après, c'est lui qui va dire, ok, moi, je relie ces points-là avec Mmh. ces points-là, On est un peu etc. des détectives ou des petits poussés, en fait. J'ai bien l'image du petit poussé qui sème ses graines au fur et à mesure. Bah, nous, en fait, on fait le chemin inverse. On ramasse les graines dans le sens inverse jusqu'à arriver au point de départ. Et effectivement, les petits signes comme ça Mm. peuvent et les petits signes mis bout à bout peuvent, aider, l'expert, qu'il soit naturopathe ou autre, à déceler, en fait, la cause, du souci. Et juste pour revenir sur le transit, effectivement, ça c'est encore un tabou incroyable, hein, le transit. Moi, combien de fois on me regardait avec des gros yeux quand je commençais à poser des questions sur le transit de ma cliente, ou alors quand je lui demandais, mais à quelle régularité allez-vous à la selle? Et là, qu'elle me répond, bah, ah, c'est normal. Donc je creuse, parce que normal veut tout et rien dire. Ah, bah, Oui, tous les 2, 3 jours, parfois 4. D'accord, donc ça pour vous c'est normal. Voilà. Donc non, ce n'est ouais. pas normal d'aller aux toilettes, hein. Je le rappelle, d'aller aux toilettes tous les 3 jours, c'est pas normal. On va aux toilettes au moins tous les jours. En fait, on a des déchets qu'on a besoin d'évacuer. Donc si on n'a pas cette envie d'aller aux toilettes tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose ou des choses qui ne vont pas derrière. Soit un déséquilibre de la flore, un souci émotionnel, parce Mm. que forcément un blocage émotionnel peut aussi bloquer l'envie d'aller aux toilettes. Enfin, il y a un manque d'hydratation, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais c'est important en tout cas que cet émonctoire, justement, un autre émonctoire encore les intestins, fonctionne tous les jours. Et après aussi savoir comment il fonctionne, mais c'est une autre affaire. Bien sûr. Alors du coup, tu nous as parlé d'acné hormonale et d'acné digestive. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus quelle différence, s'il y en a une, d'aspect entre l'acné hormonale et l'acné digestive, ou en tout cas comment, s'il est possible comme ça, une femme se dit voilà j'ai de l'acné, comment elle pourrait la différencier? Est-ce que c'est possible de la différencier comme ça à l'œil? Oui, tout simplement, au fait, en se demandant quels symptômes. Par exemple, si je parle de mon expérience, souvent on me disait: «Oui, vous avez une acné hormonale». Mais moi, dans le fond, je me disais: «Non, c'est pas possible, je n'ai pas une acné hormonale». Parce qu'au fait, mon cycle était tout à fait régulier, je ne souffrais pas de mes règles, j'avais pas des règles trop abondantes, j'avais pas de syndrome prémenstruel, ou très, très peu. Par exemple, j'avais une tension à la poitrine une fois tous les 4 mois, mais rien de plus. Voilà, tout se passait bien, en fin de compte, de ce côté-là. Et on me disait si vous avez une acné hormonale parce que voilà, c'était populaire. Alors voilà, donc une acné hormonale peut se manifester si on a des cycles irréguliers, une aménorrhée ou une dysménorrhée, ou avec des règles douloureuses, ou un syndrome prémenstruel important, tension à la poitrine, une rétention qu'on peut ressentir, donc que ce soit au niveau des genoux, des chevilles, du bas-ventre, des règles peu abondantes, trop abondantes. Voilà, en fait, l'humeur aussi qui peut être un petit peu, on peut se sentir plus stressé, plus sensible, plus irritable avant les règles. Ça peut persister pendant les règles ou bien disparaître au moment des règles. On peut aussi avoir au moment ovulatoire, donc au milieu du cycle, à peu près 2 semaines avant les règles. Donc après, tout dépend comment se passe cette phase lutéale, cette deuxième phase. Mais parce que des fois, elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins courte. Mais au moment ovulatoire, on peut avoir aussi un pic d'acné à ce moment-là, ou avoir un pic d'acné avant, pendant les règles. En règle générale, quand on a de l'acné hormonale, souvent, on a quand même une petite pause. Même si elle est courte, il y a une petite pause durant le cycle. L'acné digestif, elle, se montre plutôt vraiment par les symptômes digestifs, du coup, troubles du transit, nausées, reflux gastrique, ballonnement, flatulence excessive et vraiment gênante. Alors bien sûr, les deux peuvent être associés. Après, on peut avoir des troubles digestifs aussi, mais uniquement avant les règles, pendant les règles. Du coup, ça fait partie du syndrome prémenstruel, où ça peut rester dans la normale, c'est-à-dire le transit un petit peu plus rapide parce qu'on a des spasmes, des contractions au fait qui se passent normalement pendant les règles, et dans ce cas ça peut intensifier le sujet. Mais voilà, en règle générale, quand on a de l'acné digestif, c'est vraiment, on a des symptômes digestifs vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas un ballonnement par-ci par-là, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours comme une personne classique normale. C'est vraiment tous les jours. Et vraiment, quand c'est de l'acné hormonale, c'est vraiment épisodique par rapport à son cycle. Alors bien sûr, après, si on n'a pas de, si on a un cycle irrégulier ou si on n'a pas de règles,
Dans ce cas, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais si on a tout de même des symptômes qui peuvent être hormonaux. Donc, parfois on a les deux, malheureusement. Parfois on a ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes ayant de l'acné digestif plus de l'acné hormonal. Dans tous les cas, moi ce que je fais en consultation, c'est que je pars toujours sur ces deux pistes. Et même si c'est de l'acné hormonal, je vérifie toujours si, d'un point de vue alimentaire, ça n'alimente pas un souci hormonal. Parce que des fois, on peut soit avoir une mauvaise alimentation. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la glycémie. Voilà, avoir une glycémie instable, ça peut perturber les androgènes, etc. Ou avoir un apport de phytoestrogènes par certains aliments. Donc, le plus connu, c'est le soja. Ça peut entraîner une dominance en oestrogènes, etc. Donc, ça peut... Voilà, c'est toujours important de toujours vérifier, même si on a une acné hormonale, de ne pas rester fixé, voilà, à choisir en fait le complément parfait, la plante parfaite qui va agir sur les hormones, de toujours vérifier l'alimentation parce que parfois il suffit juste de changer l'alimentation ou l'hygiène de vie. Là aussi, si la personne par exemple travaille de nuit, dort le jour, bah forcément ça peut entraîner un déséquilibre hormonal et de l'acné derrière aussi. Donc en fait, même si on a de l'acné hormonal, il faut toujours vérifier son hygiène de vie dans l'ensemble. C'est l'organisme en fait, il travaille jamais avec un organe tout seul. Voilà, il est toujours associé avec d'autres organes De toute à façon, comme je côté. disais tout à l'heure, si même, il y avait une origine digestive dans l'acné, au départ, si ces troubles digestifs persistent, ça peut engendrer derrière un déséquilibre hormonal puisque au niveau de la digestion, se passe énormément de choses, notamment l'assimilation des nutriments. Si on a des carences en nutriments, ça peut nourrir un déséquilibre hormonal. Donc quoi qu'il arrive et donc derrière, si déséquilibre hormonal il y a, potentiellement, il y a acné hormonal derrière. Donc forcément, tout peut être lié. Bah, ce que j'en retire comme chose de ce que tu dis, il y a deux notions. Il y a une notion de durabilité de l'acné. Disons que s'il y a des pics d'acné, il y a de fortes chances que ce soit plus lié au cycle hormonal, justement, avec ces fluctuations hormonales. Si c'est beaucoup plus durable, si c'est quasiment tout le temps, c'est plus digestif. Et ensuite, si vous êtes qui nous écoutez ou qui nous regardez, vous avez de l'acné de manière assez chronique, eh bien, commencez à faire ce travail un peu de détective, de naturopathe, en essayant d'observer chez vous les différents symptômes. Est-ce que ce sont plus des symptômes liés à votre cycle menstruel ou est-ce que ce sont plus des symptômes liés à votre digestion? Comme ça, vous aurez une piste sur laquelle vous pourrez aller et peut-être commencer à mettre en place des choses. Si c'est la digestion, par exemple, observez votre alimentation, essayez d'analyser. Si après vous avez besoin de creuser, bien sûr, entourez-vous de professionnels. Mais déjà, en ayant ces éléments-là, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, creuser un petit peu l'origine de votre acné. En termes d'aspect, est-ce qu'il y a une différence, selon toi, d'acné? Est-ce que c'est observable, vraiment? Est-ce qu'il y a des localisations particulières sur le visage que tu as pu toi, voir chez toi ou alors chez tes clientes? Est-ce qu'il y a un type de bouton particulier que tu rattaches à une acné hormonale ou une acné digestive? Alors, en fait, c'est oui et non. Tout simplement, oui, il est fréquent, au fait, d'avoir de l'acné, hormonal, Mmh. au niveau de la zone de la mâchoire, maxillaire, au niveau du cou, et notamment au niveau du dos, des épaules. Plutôt au niveau hépatique foie, on signale toujours donc le côté front. Ça peut être Mmh. circulatoire, on a oublié ce point-là, mais aussi on peut avoir de l'acné circulatoire qui se manifeste notamment pendant les règles et après les règles. Dans ce cas, ça va être plutôt situé voilà, au niveau des sourcils et entre les deux sourcils, et au niveau notamment entre le nez et la bouche. Côté digestif, c'est vrai qu'il est plus du côté joue, mais par contre, c'est là où on va voir qu'il ne faut pas se baser uniquement sur ça, parce que l'acné digestif peut être aussi tout autour de la bouche, alors que c'est bien connu que tout autour de la bouche, c'est hormonal. Et en fin de compte, autour de la bouche, c'est autant hormonal que digestif, ça peut être les deux. Donc en fin de compte, il n'y a pas forcément de règles, mais c'est vrai que malgré tout, quand on a vraiment de l'acné au niveau maxillaire, au niveau du cou,
c'est très, très souvent hormonal. C'est rarement que ce soit digestif. Mais après, au niveau du visage, malheureusement, ça peut être autant digestif qu'hormonal. Ça, on peut pas vraiment se dire, ok, j'ai de l'acné à cette zone-là, c'est digestif. J'ai de l'acné à cette zone-là, c'est hormonal. Ça donne des pistes, des indications, mais il faut quand même écouter l'ensemble Et souvent, un de raccourci l'organisme. que l'on peut faire, c'est quand on a commencé à avoir des boutons qui sont un peu kystiques, douloureux, rouges, on dit ce sont des boutons inflammatoires. Et donc, qui dit inflammation, on dit c'est hormonal. Or, finalement, les troubles digestifs sont aussi des troubles inflammatoires. Donc, ça peut être lié. Donc, il faut faire attention de ne pas que s'arrêter Exactement. sur la notion d'inflammation ou non. Hem, alors du coup, si on rentre un petit peu dans des pistes, concrètes que l'on peut partager à nos auditrices, si il y a acné majoritairement dû à un déséquilibre hormonal, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? S'il y a une acné donc hormonale, Des quelle pistes, solution alors ouais, des pistes c'est ce plutôt que générales c'est ta parce question, qu'après hein? chaque solution doit être individualisée, mais de manière générale, qu'est-ce que Oui, tu parce conseillerais, que mmh. toi? Disons que c'est vrai que ça va Mmh, dépendre au fait de quelle hormone pose problème, parce que là aussi souvent on m'envoie des messages, on me dit: «Voilà, j'ai une acné hormonale, qu'est-ce que je peux faire?» Et souvent je réponds: «Quelle hormone ouais, pose problème?» exactement. Et là, voilà, il y Aïe. a un trou. On ne sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, ça me parle pas tellement. Une acné hormonale, pour moi, ça reste une partie, ça reste une famille. Comme l'acné digestive, en fin de compte, ça fait partie d'une famille. Mais l'acné hormonale, voilà, est-ce que le souci, c'est un excès d'androgène, les hormones mâles? Donc il y a la testostérone, la DHEA, l'androsténédione qu'on peut faire tester par analyse ou sinon par des symptômes très spécifiques, par exemple les cheveux gras, l'excès de sébum, donc d'un point de vue peau ou cheveux, une chute de cheveux, excès de pilosité, une acné qui s'intensifie au moment ovulatoire. Voilà, tout ça, ça va montrer aussi, parce que bien sûr les analyses existent, mais ça montre des pathologies, mais on n'est pas forcé enfin, l'acné reste quand même malgré tout un symptôme, même si ça fait partie enfin, c'est signalé comme une maladie. Mais bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir les analyses qui Mmh. explosent pour expliquer une cause de l'acné. Donc, si c'est une acné de type hormonal mâle, androgène, testostérone, etc., donc on vérifie absolument l'hygiène de vie. Ça, c'est extrêmement important parce que les hormones mâles sont extrêmement liées donc à notre alimentation. Si on a une alimentation industrielle, trop sucrée, etc., si on a une mauvaise hygiène de vie sédentaire Oui. ou l'excès de sport, là aussi, on peut avoir un excès d'hormones mâles, par exemple si on est coach sportif, etc. Si on a un mauvais sommeil, si on stresse énormément, tout ça peut alimenter un excès d'androgène. Même si malgré tout, on a un excès d'androgène au fait de base, au fait, qui est déjà à la limite, mais en plus notre hygiène de vie peut aggraver la situation. Ce qui fait que même si on apporte une plante à action anti-hormones mâles, si on ne modifie pas notre hygiène de vie C'est un nouveau autour, pansement. ça ne sert strictement à rien en fin de compte. Ça va peut-être aider mais voilà, ça va être un pansement comme la pilule ou autre chose. Donc c'est important en fait de travailler sur l'ensemble. Après, il peut y avoir un déséquilibre oestrogène-progestérone. Donc là aussi, est-ce qu'il s'agit uniquement d'une dominance en oestrogène assez classique? Par exemple, donc comme tout à l'heure, on a dit tension à la poitrine, ça peut être des migraines, des choses comme ça avant les règles, pendant les règles, et puis avec des règles très abondantes, douloureuses. Ou est-ce qu'il y a aussi une carence en progestérone, ce qui fait qu'on va pas fonctionner forcément de la même manière? Parce que parfois, on a une carence en progestérone. Donc la progestérone est un petit peu l'hormone qui est calmante et l'oestrogène plutôt qui est stimulante. Donc au fait, on va pas agir de la même manière, que ce soit d'un point de vue alimentaire ou d'un point de vue plante. On va pas choisir la même pour agir sur ça. Donc c'est vrai que là, par contre, c'est très difficile de savoir vraiment la comparaison entre une vraie dominance oestrogène ou une carence en progestérone. Donc ça, par contre, c'est plutôt le cycle régulier, irrégulier aussi qui va parler. Donc ça aussi, donc voilà, ça je conseillerais de plutôt vous tourner peut-être vers un professionnel ou un phytothérapeute, etc., qui comprend vraiment les hormones pour vraiment bien comprendre cette différence-là de Juste, symptômes. je me permets de juste Donc de voilà, cou ça te reste couper des sur ce pistes. sujet-là, justement avant de Oui, passer à l'autre. Concernant ces notions d'œstrogène et de progestérone, c'est aussi très important parce que souvent les bilans hormonaux sont compliqués aussi à analyser. On se dit être dans le seuil, des oestrogènes, dans le seuil de la progestérone, mais en fait, ce qui est important, c'est pas tant les seuils absolus, c'est
l'écart entre l'estrogène et la progestérone, on parle notamment d'hyperœstrogénie ou d'hypoœstrogénie relative, donc c'est par rapport à la progestérone. Et en fait, chacune d'entre nous avons des seuils qui nous sont propres. Et ce qui est important, c'est l'écart en fait entre la progestérone et les oestrogènes. Or, les seuils que l'on voit sur nos bilans, les seuils de laboratoire, ce sont des seuils qui sont issus de gaussiennes en fait, mais qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est important effectivement de creuser via des bilans hormonaux, mais c'est aussi important de garder un œil critique par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai qu'une piste, comme tu le disais, qui est assez simple, c'est pas simple, mais accessible par contre par toutes, pour essayer de voir s'il y a une hyperœstrogénie ou un manque de progestérone, c'est d'observer en fait la durée de ces différentes phases dans le cycle, et notamment une phase lutéale, donc post-ovulatoire, qui est particulièrement courte, donc en dessous de 10 jours, et qui peut des fois être de 5-6 jours, c'est qu'il y a potentiellement quand même une progestérone, enfin une déficience en progestérone. Donc voilà, il faut faire attention par rapport au bilan. Ce que je voulais rajouter, c'est attention par rapport au bilan mono. Il faut vraiment se fier aux écarts, en fait, plus qu'au seuil absolu. Et puis, observer la durée de chacune de vos phases. La phase menstruelle, la phase préovulatoire, phase ovulatoire, phase lutéale. Et même si vous ne savez pas les analyser, si vous êtes dans l'observation de votre cycle, vous avez un cycle naturel, essayez de les marquer. Et puis après, orientez-vous vers une personne qui pourra vous accompagner à lire justement et analyser vos phases pour vous expliquer potentiellement ce qui peut se passer. Voilà. Oui, surtout l'oestrogène, progestérone qui sont la plupart du temps tout à fait dans les normes, au fait. Parce que c'est vrai que ça varie d'un jour à l'autre, c'est assez compliqué. C'est pas comme les hormones mâles, au fait. Les hormones mâles, elles, sont quasi constantes, en fin de compte. On a un petit pic au moment ovulatoire, mais l'oestrogène, progestérone est beaucoup plus compliqué, au fait. Et c'est vrai que parfois, ce que je conseille aussi, c'est quand il y a un syndrome prémenstruel très important, c'est de le faire à ce moment-là, au fait, les analyses. De pas le faire, au fait, comme tout le monde l'indique en première partie de cycle. C'est de le faire 7 jours avant les règles. Bon, à condition, bien sûr, qu'on a des cycles réguliers, bien sûr. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on peut le faire aussi à différentes phases d'un point de vue oestrogène, progestérone, parce que j'avoue, c'est les deux hormones les plus délicates à comprendre. Voilà, en comparaison des hormones mâles ou la LH, FSH, la prolactine, qui sont des hormones un petit peu plus classiques. Bon, il y a aussi FSH, LH où il faut comparer entre les deux, mais voilà, ça reste. L'oestrogène, progestérone sont délicates parce que ça varie vraiment d'un jour à l'autre. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas uniquement se baser sur les analyses, voilà, ouais. Et la de les progestérone, interpréter justement, différemment. comme tu le disais, le meilleur moment pour la doser, c'est pas en première partie de cycle, c'est vraiment, ça serait idéalement 7 jours Mm. post-ovulation. Parce que c'est normalement, si tout va bien dans un cycle normal, Mm. entre guillemets, physiologique, c'est le moment où on devrait atteindre un pic de progestérone qui est censé préparer une future nidation. Donc en cas en plus de recherche de fertilité, c'est intéressant d'avoir cette valeur-là à 7 jours post-ovulation. Et en fonction de cette valeur-là, on pourra quand même valider ou non une éventuelle déficience en progestérone. Voilà. Alors c'est intéressant justement ce que tu dis parce que d'un point de vue thérapeute, c'est très important parce qu'au fait justement c'est aussi de faire l'analyse au bon moment selon sa problématique. Parce qu'en effet, donc ce que je venais de dire au fait, c'était par rapport au syndrome prémenstruel, donc 7 jours avant les règles. Ouais. Et donc toi tu parles plus de la fertilité 7 jours après post-ovulatoire. Donc au fait c'est ça aussi qui est très important, c'est de doser au bon moment par rapport à sa problématique. Donc voilà, bien sûr après si on a de l'acné plus problème de fertilité, bon dans ce cas on fait un juste milieu. Mais du coup, c'est ça qui est important. À chaque problème, au fait, on fait son dosage hormonal. Et c'est vrai que l'oestrogène, progestérone est important de le faire au bon moment Donc par pour, rapport à ces pour le problématiques. côté acné hormonal, si je dois résumer, tu me corriges si je me trompe, eh bien, c'est déjà de creuser effectivement la source de cet acné hormonal. Est-ce que c'est plutôt dû à un excès d'hormones mâles? Est-ce que c'est plutôt à une hyperœstrogénie ou une déficience en progestérone? Et comment faire? Du coup, éventuellement faire des bilans hormonaux et observer son cycle pour essayer de trouver en fait la source de l'hormone en excès ou en déficience, et derrière mettre en place des actions, que ce soit alimentaire, hygiène de vie, d'éventuelles plantes qui pourront après aider effectivement. Mais gardez en tête aussi, et ça je pense que c'est important de le rappeler, et j'ai déjà dit dans plein d'épisodes,
Mais c'est que les plantes, les compléments alimentaires, etc., c'est bien, c'est naturel, mais ça n'enlèvera en aucun cas des actions de votre hygiène de vie, parce que qu'est-ce que vous traînez de votre naissance à votre mort? C'est votre hygiène de vie. C'est pas les plantes que vous allez prendre de temps en temps. Les plantes que vous allez prendre de temps en temps, elles vont être un soutien, elles vont être un pansement naturel, mais ça reste un pansement et c'est avant tout primordial de travailler en fait le fond, le terrain, qui passe par différents piliers d'hygiène de vie. Enfin, je sais pas si tu rejoins ce que je dis, mais moi, c'est mon avis. Oui, complètement. Je pense que n'importe quel naturopathe très Donc, professionnel n'attendez dirait pas exactement forcément la de même chose. ressortir d'une consultation en naturopathie avec une liste de 25 plantes, 15 compléments alimentaires, et peut-être qu'il y aura que quelques actions sur votre hygiène de vie. Ce n'est pas parce que cette personne-là est incompétente, c'est juste au contraire, je pense qu'elle se focalise sur l'essentiel. Ok pour l'acné Ouais, hormonale. Et exactement. s'il y a une acné de tendance plutôt digestive, quels seraient pour toi les conseils à prodiguer? Le premier conseil, c'est de noter son alimentation au jour le jour. Mais j'avoue que même si on a de l'acné hormonal ou digestif ou les deux, si on ne sait pas, ce serait vraiment en fait de tenir un calendrier. C'est ce que je faisais à l'époque. Tous les jours, en fait, je notais qu'est-ce qui clochait chez moi. Et je mettais aussi l'acné, est-ce qu'elle était importante, pas importante, etc. Donc d'un point de vue digestif, n'hésitez pas à noter votre alimentation. C'est quelque chose dont je demande aussi durant mes consultations. C'est de noter l'alimentation, donc matin, midi et soir, en n'oubliant pas les boissons, parce que parfois on ne fait pas attention, on boit une boisson et il y a une tisane qui n'est pas du tout, qui ne convient pas à nos hormones ou à notre système digestif. Et puis de noter les symptômes, c'est très important aussi, parce qu'au fait, par exemple, si j'ai une personne qui me donne un tableau, mais je n'ai pas les symptômes forcément en face, ça va pas forcément m'apporter trop de réponses. J'ai besoin de savoir à ce moment-là, du repas, quels a été les symptômes par la suite. Est-ce que tout allait bien ou est-ce qu'il y avait une petite nausée, un petit reflux ou des choses comme ça? Est-ce que dans les 48 heures, il y avait un trouble du transit? Est-ce qu'il y avait une augmentation d'acné, etc. Et tout ça, au fait, va me parler et on va comprendre est-ce qu'il y a une intolérance, est-ce que parce qu'en fait là après si on part dans le monde digestif absolument tout est possible. Il existe énormément de diètes à ce sujet-là. Là actuellement par exemple on connaît la diète FODMAP, on connaît la diète crétois, enfin il y en a énormément, l'index glycémique etc. Mais si on part par exemple dans mon exemple, personnellement moi c'était une intolérance que je n'ai lu absolument nulle part, mis à part dans un livre américain sur les troubles inflammatoires liés aux problèmes d'articulation. Mais mis à part ça, je ne l'ai lu nulle part. Donc en fait, même si même s'il n'y a pas de, enfin voilà, aujourd'hui, au fait, il faut prendre conscience qu'on ne sait absolument pas tout de notre organisme, que ce soit hormonal, digestif, etc. Et c'est très important de s'écouter pour justement aller encore plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Donc, mais voilà, la priorité quand on a de l'acné digestif, c'est de noter son alimentation au jour le jour, de faire des modifications, de se dire, ok, c'est vrai que cette semaine j'ai mangé par exemple beaucoup d'oléagineux, beaucoup d'amandes, beaucoup de noix. On va tester de l'enlever. Est-ce qu'il y a une augmentation de mon acné ou pas? Ou sinon, est-ce que j'ai été au restaurant? Est-ce que j'ai mangé plus de gâteaux? Est-ce que j'ai remarqué un pic d'acné dans les 48 heures? Voilà, au fait, ça va être des choses comme ça. Ce que je conseille aussi, c'est d'essayer de pas trop comprendre dès la première semaine, même si notre cerveau est formaté pour comprendre immédiatement pour trouver la solution. Mais au fait, c'est au bout de 15 jours, 3 semaines qu'on va voir tiens, bizarrement, j'ai eu un pic d'acné et il y avait toujours cet aliment dans les 48 heures ou 24 heures avant. Et tout ça, au fait, va nous donner des pistes par la suite. Tout seul, après, c'est compliqué. Moi, personnellement, j'avais commencé comme ça avec mes cours de naturopathie. Bon, j'avais été voir une naturopathe qui m'avait pas forcément aidée à l'époque, mais en même temps, c'était normal parce que j'étais très particulière d'un point de vue alimentaire, mais j'aurais peut-être dû pousser aussi de mon côté un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, je me suis débrouillée toute seule et c'est vrai que c'est assez long. Donc, n'hésitez pas là aussi à vous faire accompagner avec des personnes qui sont compétentes d'un point de vue digestif, alimentaire, qui en savent énormément sur toutes les diètes existantes.
parce que voilà, c'est important de vraiment personnaliser son alimentation après derrière et de pas manquer de carence, parce que c'est aussi l'erreur que j'ai fait, c'est une fois que j'avais trouvé mon intolérance, je me suis un petit peu mis dans mon cocon à ne manger que ce qui m'était supportable d'un point de vue alimentaire. Sauf que c'est important de bien diversifier son alimentation. Et c'est là que j'ai appris qu'on avait un seuil de tolérance aussi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous savez que vous avez une intolérance aux oléagineux, les noix, les amandes, peut-être que si vous en mangez une fois, tout va bien. Si en revanche vous en mangez 2 jours, 3 jours de suite, là par contre l'inflammation recommence. Tout est une question d'inflammation en fin de compte, Absolument. de Et du coup, réaction ce qui est inflammatoire. intéressant, et important de souligner, je pense, c'est cette notion de suivi, de certains critères de son hygiène de vie, tels que l'alimentation, par exemple, et certains symptômes que l'on peut avoir autour. Alors, il y a des personnes qui pourraient se dire: «Oui, bah, d'accord, je vais juste m'en souvenir». Mais c'est juste impossible, en fait, de se souvenir exactement de ce que l'on mange tous les jours pendant 2, 3 semaines, voire 4 semaines. Donc franchement, même si ça paraît un peu scolaire, faites cet effort-là si vous avez vraiment envie d'irradier, un trouble en particulier, qu'il soit, de la peau ou autre, de noter, en fait. Parce que sinon, vous allez clairement omettre des choses, et cette petite chose que vous allez omettre, qui est peut-être le petit gâteau que vous voulez aussi peut-être omettre parce que bah, votre cerveau va vouloir le cacher, et bien c'est peut-être ça en fait qui de manière répétée va être la source de certaines douleurs ou certains symptômes. Donc prenez ce temps pour vous justement de noter chaque chose sans critique, sans jugement, juste noter en fait. Le but c'est pas de vous dire ah c'est pas bien, j'ai mangé un chocolat ou j'ai mangé un gâteau. Non, vous l'avez mangé, c'est comme ça. En plus, c'était très bon, parfait. Vous avez passé un bon moment, mais notez-le comme ça, vous pourrez après avoir une analyse beaucoup plus fine et pertinente. Euh, Exactement, et puis c'est aussi de voir au fait qu'on ne part pas dans l'extrême, parce qu'actuellement, je vois même des personnes en consultation qui m'indiquent je mange beaucoup de sucre. Et quand je cherche au fait à creuser, je vois qu'au fait l'alimentation n'est pas si riche en sucre, elle est tout à fait normale. Donc au fait, c'est important aussi de ne pas partir dans l'extrême, de s'interdire absolument de tout sucre. Bien sûr, on peut faire un test de 15 jours, 3 semaines, voilà, sans sucre du tout, de voir s'il y a une belle amélioration d'un point de vue de l'acné. Mais après, c'est de trouver une stabilité et une vie sociale tout de même, de ne pas partir dans l'extrême avec des interdictions trop importantes. Hein. Donc c'est vraiment, au fait, vraiment, si j'aurais un mot au fait pour expliquer la naturopathie, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre au Absolument. fait de l'ensemble de Et l'organisme et à cette, en notre fait, vie sociale. même si vous êtes amené à éradiquer un aliment à un temps donné, c'est un temps donné. Alors, sauf si vous avez une intolérance très particulière, type maladie de Crohn pour le gluten, etc. Mais si c'est juste une intolérance, comme tu le disais très justement, nous avons des seuils. Cette période d'éviction stricte et totale d'un certain aliment est nécessaire juste pour valider l'hypothèse que vous êtes intolérante à cet aliment-là. Mais par contre, ça ne veut pas dire que derrière, il ne faut pas le réintégrer de manière judicieuse et pour Oui. trouver en fait votre seuil de tolérance, de manière à derrière justement ne pas avoir des carences, de frustration sociale, etc. Donc voilà, même si quelqu'un ou une naturopathe, etc., vous dit bah, arrêtez Mhm. cet aliment-là, c'est vraiment à un temps donné, c'est juste pour valider en fait l'hypothèse d'une éventuelle intolérance ou sensibilité à l'aliment en question ou à la famille d'aliments en question. Est-ce que oui, pour confirmer Ou l'acné pour digestive, confirmer absolument. l'acné Et est-ce digestif que tu pourrais aussi. nous dire, de quelle intolérance, Ouais. souffres-tu? Ce que tu as dit que tu avais, creusé plein de choses. C'est dans un livre américain que tu avais découvert une intolérance, c'était quelle intolérance? Alors en fait non, D'accord. à la base, au fait, je l'ai découvert toute seule et je me suis dit: «C'est pas possible, personne n'en parle» et donc j'ai fait des recherches, je me suis dit: «Est-ce que je vais manquer de carence ou pas?» et cetera. Et après, au fait, c'est plus tard, en faisant des recherches dans le monde de la naturopathie, que j'ai vu dans un livre, Mmh. je crois que c'est No Grain No Pain, qui reprend un petit peu la citation populaire, mais au fait, c'est pas de graines, pas de douleur, au fait. Et c'est absolument, au fait, les intolérances que j'avais. Donc, ce livre parle des inflammations au niveau articulaire et notamment de la maladie de Crohn, tout ce qui est système immunitaire, enfin auto-immune, maladie auto-immune. Et justement, donc ça parle des effections de céréales, de graines, etc. Et en effet, donc c'est la problématique que moi j'avais. Je n'en parle pas beaucoup parce que tout simplement, c'est rare.
c'est très très rare. Même en consultation, ça m'est arrivé d'avoir des personnes où voilà, c'était compliqué, où je me suis dit mince, cette personne a peut-être la même problématique que moi. Et dans ce cas, je fais le test, etc. Mais sur 10 ans, ça m'est arrivé peut-être 5 fois de voir une personne qui a la même problématique que moi. Donc c'est quand même très très rare. Hein. Enfin vraiment. Mais voilà, il faut savoir que ça existe, tout est possible au fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode est au vegan, est au flexitarien, etc. Et ce qui est, enfin, je ne suis pas absolument pas contre hein, la situation écologique, etc. Enfin voilà, il y a une explication à tout ça, mais c'est important d'écouter au fait son organisme, de pas suivre uniquement une mode alimentaire parce qu'on a lu que c'était bien, etc. Je parle même du paléo ou etc. Et ça peut partir sur n'importe quel autre. C'est vraiment de savoir nous qu'est-ce que l'on digère, qu'est-ce que l'on supporte bien, etc. Il n'y a pas vraiment d'alimentation inflammatoire, anti-inflammatoire, des aliments sains, malsains. Alors bien sûr, il y a il y a des aliments malsains de type fast-food, etc. Ça, on est bien d'accord. Mais après, on peut réagir à n'importe quel aliment. Il y a des personnes qui peuvent réagir à la tomate, à la courgette, aux graines, aux céréales. Après, j'avoue que voilà, les intolérances les plus populaires, souvent, c'est les œufs, c'est les graines, c'est les oléagineux. Voilà, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Mais voilà, parfois, on teste tout. Moi, personnellement, c'est quand je suis passée, quand j'ai voulu partir dans le régime végétarien, mais même pas une semaine, hein, j'ai vu que ça n'allait pas du tout d'un point de vue digestif, que ça aggravait, que mon inflammation flambait. Et du coup, je suis partie plus vers le paléo. Là, je me suis dit, ah, il y a quand même une amélioration, il y a quand même des choses, parce que dans le paléo, on enlève énormément de céréales. Par contre, on remplace énormément par les oléagineux. Donc, c'est ça aussi qui est important quand on fait des tests alimentaires comme ça, c'est de pas enlever des aliments et d'en remplacer par un autre qu'on n'avait pas l'habitude de consommer. Parce que là, du coup, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc c'est vrai que j'en parle pas très souvent de mes intolérances parce que j'ai peur que des personnes suivent cette diète-là trop longtemps, qui entraîne des carences, alors que ce n'est absolument pas leur problématique. Parce que voilà, disons que moi j'ai un soupçon de maladie de Crohn au fait, qui n'a jamais été, disons que mon petit intestin est gratigné à quelques endroits, mais si tu veux, c'est que j'ai vite compris que j'avais une inflammation et j'ai vite travaillé au fait sur mon système digestif. Ce qui fait que je pense que ça ne s'est jamais déclenché. Mais le gastro-entérologue a toujours indiqué qu'il y avait ce soupçon-là, comme si c'était prêt à se déclencher au fin de compte d'un jour à l'autre. Mais voilà, ça s'est jamais déclenché. Mais voilà, ça fait partie des maladies auto-immunes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Enfin, en consultation, c'est pas du tout la majorité des intolérances que j'ai. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'ai pas une dernière question, ce sera pas la toute dernière, mais par rapport à ce chapitre-là sur l'acné en tout cas, on va reboucler sur, le titre de l'épisode quand même qui était, que la pilule ne résout pas tous les soucis d'acné. Pourquoi la pilule justement? Alors on va je pense le comprendre au fur et à mesure, on l'a compris déjà, mais est-ce qu'on pourrait rajouter une bonne couche? Selon toi, pourquoi la pilule ne sert pas, en cas d'acné et notamment, en cas d'acné, digestive? Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à de l'acné hormonal? Alors c'est vrai que si on prend la pilule et que la pilule n'améliore pas du tout l'acné, on peut se dire peut-être qu'en effet c'est pas hormonal. Bon après bien sûr quelle pilule on a utilisée parce que si c'est une mauvaise pilule par exemple progestative qui a l'effet secondaire d'entraîner de l'acné, bon dans ce cas c'est peut-être logique que l'acné s'intensifie. Il y a aussi à quel moment on a commencé l'acné aussi. Si des personnes souvent en fait c'est la problématique et moi c'était déjà à la limite quand j'ai commencé la pilule, c'est que des fois on prend la pilule tellement tôt qu'au fait nos hormones de croissance sont à peine terminées et que nos règles sont à peine régulières, que hop on prend la pilule et du coup ça met en pause les ovaires, ce qui n'est pas très très bien en fin de compte. Et des personnes prennent la pilule pendant 10 ans, 15 ans et puis l'arrêtent du jour au lendemain et donc il y a de l'acné. L'acné, enfin disons la pilule camoufle un cycle régulier, indique que voilà on a nos règles ou enfin tout dépend quelle pilule on a. Si on prend une pilule progestative, forcément on n'a pas systématiquement des règles. Voilà, ça camoufle comment on pourrait dire ça? Ça camoufle les hormones au fait, mais il n'y a pas d'équilibre hormonal étant donné que au fait ça met en pause nos ovaires et dans ce cas l'oestrogène, progestérone chute et donc forcément donc après il y a des pilules à action aussi androgènes qui vont agir sur les hormones mâles pour les diminuer. Donc voilà, ça camoufle la situation. Le souci c'est que
Il y a tous les effets secondaires de la pilule qui sont pas du tout négligeables d'un point de vue libido, système nerveux, dépression, troubles circulatoires très, très importants. On connaît très bien les problématiques de phlébite, etc. liées à la pilule ou les AVC. Bon, après, c'est les cas graves et importants, mais il faut en prendre en compte. C'est aussi important, en fait, si on prend de la pilule, d'avoir conscience des effets secondaires, parce que c'est là aussi où parfois on voit, par exemple, moi je me rappelle, quand je prenais Diane 35, j'avais des bleus. Et au fait, c'est quelque chose dont j'aurais dû signaler. Et au fait, j'ai pris Diane 35 pendant pas mal d'années. Et qui sait, si je l'aurais pris pendant 10 années, j'aurais peut-être terminé avec une phlébite ou autre chose. Donc c'est important en fait de bien connaître les effets secondaires de tous les médicaments que l'on prend, dont la pilule. Comme ça, si on a un effet secondaire, on le rapporte au fait au médecin, à la personne qui nous suit, pour savoir est-ce qu'elle nous convient vraiment ou pas. Donc voilà, malheureusement, ça va camoufler l'acné. Peut-être que ça va vous aider pendant un certain temps. Le souci, c'est qu'après, à l'arrêt, il est fort possible de retrouver l'acné ou le déséquilibre hormonal que l'on a retrouvé, et peut-être parfois pire, parce que des fois on se rend compte qu'il y a le syndrome d'ovaire polykystique qui se développe après la pilule, et puis ensuite, donc souvent c'est temporaire, ensuite ça revient normal, mais parfois on peut avoir des petits kystes aussi aux ovaires. Alors SOPK n'est pas égal à kyste, hein. Il peut y avoir soit un COPK, soit quelques kystes, mais voilà, donc aujourd'hui il existe pas mal de solutions. Si là actuellement vous prenez la pilule, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de, c'est pas, enfin voilà, faut le prendre en toute conscience, et je trouve que, Oui, alors de c'est vrai toutes qu'on les parle de la hormones pilule, mais en fait on synthèse. pourrait parler aussi du stérilet hormonal, parce que là il y a stérilet infus, stérilet hormonal, voilà, tout ça c'est tout ce qui est contraception hormonale. Ça peut entraîner, voilà, en fait ça camoufle le cycle, et l'implant aussi. Mais voilà, donc si jamais vous prenez une contraception hormonale là actuellement, sachez qu'il existe aussi des possibilités, des solutions pour justement éviter de retrouver l'acné et d'avoir un déséquilibre hormonal qui s'installe. En fait, il y a des choses qu'on peut mettre en place. On n'est pas obligé d'arrêter la pilule du jour au lendemain et de se dire, bon, bah, on attend 3-4 mois, 6 mois que l'acné se calme. On peut agir aussi pendant cette période-là, que ce soit en préventif juste 1 ou 2 mois avant l'arrêt de la pilule, et puis ensuite après l'arrêt de la pilule. Donc il y a des solutions aussi. C'est de pas trop effrayer aussi non plus les personnes qui prennent la pilule actuellement. Voilà, c'est parce que je suis consciente, au fait, moi-même, j'étais prête à tout essayer, pilule, Roaccutane, etc., pour me faire disparaître l'acné. Donc si jamais voilà, c'est le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, il existe des solutions aussi Absolument. qu'il est possible de mettre en Et alors place. après, il y a des personnes qui pourraient se dire, bah, moi la pilule, elle a plutôt un bon effet sur ma peau, elle camoufle l'acné et comme c'est mon principal complexe, ça me va comme ça. Ben, effectivement Mhm. derrière, c'est plus une question de prise de la pilule ou de la contraception hormonale juste en pleine conscience en fait, et avoir connaissance de tous les effets Oui. secondaires possibles, court, moyen et long terme, que peut engendrer, une contraception hormonale qui reste un médicament. Après, si vous êtes consciente de ça et que ça vous va très bien ainsi, effectivement, bah, et que vous préférez prendre ce type de risque-là par rapport à votre complexe d'acné, bah, le principal, c'est que vous le fassiez en conscience. Ce qui est juste important de rappeler, et c'était aussi pour ça que je voulais faire cet épisode-là, c'était que la contraception hormonale, alors c'est vrai que je parlais de pilule, mais la contraception hormonale, de manière plus générale, n'est pas la solution à l'acné. Voilà, et c'est ça qu'il faut avoir conscience. Donc il faut avoir conscience. Maintenant, si vous la prenez Oui. pour ça et que vous êtes consciente des effets possibles d'une prise de contraception hormonale et que ça vous va ainsi, eh bien tant mieux. Le principal, c'est d'être aligné en fait avec ce que l'on veut vivre. Voilà. Eh bien écoute, on arrive à la fin de Exactement. l'épisode. Merci beaucoup, bah, de nous avoir partagé, tous ces bons conseils. Est-ce que tu pourrais éventuellement, est-ce que tu as des lectures comme ça ou des ressources qui te viennent à l'esprit, lectures, vidéos, podcasts, coup de cœur que tu aimerais conseiller? Alors, que ce soit au sujet de la naturopathie, de l'acné ou d'autres, thèmes d'ailleurs. Juste, est-ce que tu as 2-3 comme ça ressources qui te viennent à l'esprit? Oui, donc j'en aurais plusieurs. Enfin, déjà, le premier conseil que je conseillerais, étant donné que donc je suis sur Instagram, je vous conseillerais de suivre des comptes Instagram ayant la même optique, la même vision que vous. De pas partir au fait sur des comptes Instagram
sur la beauté absolue, la perfection, que ce soit dans le monde de la naturopathie aussi, parce que voilà, moi personnellement, ça m'est arrivé de me désabonner de certains comptes parce que voilà, il y a certains coachs ou naturopathes ou blogueuses, etc., influenceuses qui montrent voilà, des personnes qui sont heureuses, qui mangent tout, absolument tout, qui ont une peau formidable, des cheveux formidables, etc. Enfin, une vie de dingue et ce qui ne montre absolument pas la réalité, on le sait, mais malgré tout, au fait, ça alimente dans notre feed, au fait, Instagram tous les jours. Du coup, moi, j'adore, au fait, suivre des personnes également qui, par exemple, ont de l'acné ou qui ont vécu de l'acné et qui le vivent extrêmement bien ou qui voilà, c'est tout ce qu'on appelle au fait acné positive, communauté de l'acné, etc., de suivre des comptes qui vous font du bien en fait, qui vous par exemple il y a My Better Self qui dit on veut du vrai, voilà, ça c'est être enfin c'est des choses au fait de la vie normale. C'est comme si vous rencontriez une personne dans la rue, bah voilà, elle est tout à fait normale. C'est pas pour ça qu'elle va. Enfin, enfin voilà. Donc en fait, je trouve que le feed devrait refléter au fait votre vie et pas la vie d'un film ou d'une série ou autre en fait. Il y a une personne aussi que j'adore, c'est Lou Northcote. Donc elle est anglaise et c'est une personne au fait qui a été mannequin. Elle a été rejetée du mannequinat parce que justement elle avait de l'acné. Elle en a énormément souffert et elle a réussi au fait à créer un monde et à devenir populaire au fait dans les magazines et autres où elle se montrait avec de l'acné et en posant. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que justement, c'est quelqu'un qui a été rejeté et qui a réussi malgré tout dans sa vie et qui est resté mannequin en fait. Donc voilà, ça, moi j'adore suivre des comptes comme ça parce qu'au fait ça me booste, ça me motive, ça me montre que voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent parce qu'au fait l'acné ne doit pas être vu comme quelque chose de moche au fait. C'est pas du tout le cas, c'est normal. Alors en effet, ça montre un déséquilibre, on peut être mal dans sa peau, etc. Mais c'est quelque chose qui est normal. Et cette image de la société doit absolument évoluer et changer. Et plus il y aura de personnes qui montrera, euh, ça me fait rappeler d'ailleurs, je fais juste un petit interlude, mais ça me fait penser à une cliente cette semaine qui m'a demandé justement comment était mon acné au fait avant. Et au fait, c'est l'erreur, mais qui est naturel, c'est qu'au fait, si on regarde au fait mes portraits photos de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je disparais de mes 15 ans à mes 25 ans. Tout simplement parce que à chaque fois que j'avais une photo d'acné, je la supprimais, je la jetais, etc. Donc en fait, j'ai disparu de la société de mes 15 ans à mes 20 ans. Impossible de retrouver des photos. Et c'est une erreur parce qu'au fait, bah voilà, j'ai pas de souvenir de cette époque-là, alors que voilà, il n'y a aucun problème d'avoir de l'acné, etc. Et que voilà, ça fait partie de ma vie. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit le mot amour au fait par rapport à l'acné. Maintenant, c'est devenu au fait une passion, même si voilà, c'est pas pour ça que je vais adorer l'acné et puis dire aux gens non mais ne vous inquiétez pas, etc. Non, ça n'a rien à voir. Mais voilà, juste de montrer que c'est tout à fait normal. Et après, ce que je conseillerais, c'est un livre que j'ai retrouvé justement récemment, qui est dans le monde fantastique. C'est Uglies. Je crois qu'il y a 4 tomes. Il y a Uglies, Pretties et Extra, je crois. Et ça parle au fait d'un monde de la perfection. Au fait, c'est au fait il y a un monde justement des uglies qui sont voilà, soit les personnes au fait louches ou ont de l'acné ou un nez pas tout à fait uniforme ou peut-être une chute de cheveux, etc. Et à partir de leurs 18 ans, ils font une chirurgie esthétique et ils deviennent les pretties. Et au fait, voilà, il y a 2 mondes au fait différents. Et c'est un monde fantastique après qui part dans un délire, etc. Où justement les églises commencent à lutter et à se dire non, en fait, c'est normal d'avoir une peau, d'avoir des imperfections, etc. Et puis les pretties disent, enfin voilà. Donc en fait, il y a un petit combat entre les deux. Et c'est un livre fantastique peut-être que je conseillerais parce que du coup, ça montre vraiment ça permet de prendre du recul, voilà, par rapport à la beauté de ce qu'on peut percevoir aujourd'hui, parce que là aussi, qu'est-ce qu'était la beauté il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, même à la Révolution, et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la beauté? Donc ça permet d'avoir une belle réflexion. Effectivement, les critères de beauté sont très subjectifs et évoluent constamment.
Ouais, complètement. Merci beaucoup pour ce partage, notamment le livre, fantastique. Moi, je me le note, vraiment sous la main là parce que je suis toujours à la recherche de livres, autres que des livres, de De santé ou santé. des choses comme ça. Donc pour un peu vraiment me divertir disons, parce que même mes soirées peuvent, peuvent ressembler à des brainstorming. Donc Ouais, je me le note précieusement, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Merci beaucoup. de rien. Je te remercie de m'avoir invitée. En tout cas, c'était super sympa de réaliser ce podcast. Bah écoute, moi aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver justement et retrouver ton podcast? Puisque tu as également un podcast. Oui, tout à fait. Donc, j'ai un compte Instagram, donc naturopathe Kelly, et le podcast s'appelle Naturel Acné Solutions, comme le site internet. Sur mon site internet, je partage énormément d'informations sur l'acné. C'est vraiment une petite bibliothèque. Vous avez une boîte à outils qui est totalement gratuite, qui a au moins 150 recettes et de listes de crèmes, de nettoyants, etc. Donc, de conseils à partager. Donc, et après, n'hésitez pas à me contacter. Donc, que ce soit par mail ou par Instagram, Naturopathe Kelly, ce sera un plaisir de vous aider et de partager des informations avec vous. Bah, je mettrai toutes les ressources dans la description de cet épisode. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que toi, tu aurais une question que tu aimerais poser à nos auditrices aujourd'hui qui nous écoutent? Une question, ce serait compliqué si j'aurais une question parce que comment je pourrais recevoir la réponse? Ah bah justement, les personnes pourront éventuellement faire une copie d'écran de l'épisode, la mettre en story avec leurs réponses et nous taguer toutes les deux. D'accord. Du coup, moi, ma question, et que ce serait peut-être un effet booster, au fait, ce serait, ce serait aujourd'hui, comment vous sentez-vous par rapport à votre acné? Comment vous jugez-vous, au fait, par rapport à votre acné? Et ce serait là, au fait, que j'aurais que je vous conseillerais, au fait, de pas être découragé d'avoir de l'acné. Je sais que ça peut être très dur de vivre avec, mais il faut absolument enfin, vraiment garder espoir et il y a des solutions qui existent, même si parfois c'est compliqué. Malheureusement, les informations sur l'acné sont difficiles, sont encore très peu partagées, je trouve. Donc, je fais un énorme effort, voilà, par rapport, un énorme partage, que ce soit sur Naturel Acné Solutions, Instagram, etc. Mais ne perdez surtout pas espoir. Et du coup, voilà, moi, je suis toujours curieuse de savoir comment vous sentez-vous par rapport à la société face à l'acné. Hmm. Eh bien, écoutez, on attend vos réponses du coup. N'hésitez pas de nous les partager via Instagram en nous taguant toutes les deux. Je remettrai les liens de nos comptes respectifs en description de l'épisode et insérez du coup la copie d'écran de l'épisode avec votre réponse, bien entendu. Merci beaucoup Kelly, c'était vraiment très très chouette de partager cette heure avec toi, cette belle heure avec toi. J'espère que cet épisode vous aura apporté des éléments concrets aussi pour mieux comprendre l'acné, quelques prises de conscience. Et puis n'hésitez pas à commencer à être votre propre naturopathe, détective. Notez les petites choses que vous pouvez noter, ressentez, prenez le temps de ressentir et observer aussi votre corps tous les jours avec un œil bienveillant et parce que votre corps reflète énormément de choses. Voilà, c'est un bel outil. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour ce podcast et j'espère que cet épisode aura plu et informé beaucoup de gens. Mm. Merci à toi, très belle journée, à bientôt Kelly. À bientôt. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel.
Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!